Les Rover 200 et 400 diesel. Compact et propre, deux nouveaux moteurs diesel qui donnent aux moyennes gammes Rover un avantage encore plus grand sur la concurrence. Bien, l'objectif de ce programme est de fournir un aperçu du démontage, de la remise à neuf et de la révision de ces nouveaux moteurs. Plutôt que de vous fournir une description point par point des procédures, nous nous concentrerons sur les nouvelles caractéristiques, en particulier lorsque celles-ci exigent de vous de nouvelles compétences. Donc, si vous ne connaissez pas très bien ces moteurs diesel, suivez attentivement la vidéo. Et n'oubliez pas, les moteurs diesel de la Rover 825 et de la MDI ont déjà été traités dans une autre vidéo. Ce livret aborde les procédures dont nous allons parler et il contient une multitude de faits, de chiffres, de renseignements et de tuyaux divers. Bien, avant de commencer le travail sur le moteur lui-même, nous allons voir comment il est disposé sous le capot de la nouvelle Rover 200. Et en même temps, nous allons aborder certains des travaux de révision de base dont vous devrez vous acquitter dans un premier temps. Ce moteur est atmosphérique. En d'autres termes, il n'a pas de turbo. La caractéristique la plus évidente est cette boîte à air en plastique noir. On pourrait penser qu'elle contient le filtre à air, mais c'est simplement un prolongement du collecteur d'admission. Ces tubes prolongent la longueur des passages d'admission pour fournir un couple excellent à bas régime. Le filtre à air est en fait sous ce couvercle. Faites sauter les attaches. Et voilà, rien de particulier de ce côté-là. Par contre, une nouveauté ici avec la jauge, qui est en même temps le goulot de remplissage. Elle contient également le séparateur de vapeur d'huile du circuit fermé de reniflard. A noter que la dépression dans le système de reniflard est contrôlée par cette soupape à diaphragme. Le filtre à huile, pratique et facilement accessible ici. Le liquide de refroidissement circule autour de ce refroidisseur d'huile pour maintenir l'huile du moteur à sa température optimale. Ah, un point très important à noter au sujet du filtre à huile de ce moteur. À leur sortie d'usine, les voitures sont dotées d'un filtre à maille très fine, comme celui-ci, avec des inscriptions en rouge. Il est conçu spécialement pour retenir les limailles produites pendant le rodage. Ce filtre doit être changé à la révision de 1500 km au moment de la vidange et remplacé par un filtre comme celui-ci portant des inscriptions en blanc. Si vous l'oubliez, le filtre fin pourrait se colnater et il est inutile de vous faire un dessin sur les conséquences possibles. Poursuivons. Vous avez 3 courroies auxiliaires sous le capot qu'il faudra contrôler lors des révisions périodiques. Bien sûr, les housses de protection d'aile en place avant même de toucher à une clé. Vous avez une courroie pour l'alternateur, celle de la pompe de direction assistée et la pompe à dépression du cerveau de frein. La tension des courroies de l'alternateur et de la direction assistée est vérifiée en mesurant la flèche et les détails complets sont dans le livret. La pompe à dépression, elle, a un support spécial. Vous avez un carré de réglage. Pour régler, vous desserrez simplement les fixations. Vous adaptez une clé dynamométrique à cadran sur le carré et vous appliquez le couple correct. Tandis que le support est bloqué à ce couple, vous serrez les fixations. Ce n'est pas plus compliqué. Encore une fois, le livret couvre cette intervention en détail. Voyons le boîtier bleu ici qui abrite le relais et la minuterie des bougies de préchauffage. Ce composant joue le même rôle et fonctionne de la même façon que sur la 825 diesel. Il contrôle la durée pendant laquelle les bougies de préchauffage sont en fonction. Maintenant, le système d'alimentation. Le filtre à carburant, ici, est du type à cartouche jetable que l'on remplace tous les 40 000 km.
Il est maintenu en place par ce boulon traversant. N'oubliez pas les joints, un à chaque extrémité du filtre et un petit joint torique qui s'adapte dans la tête de filtre. Une fois le nouveau filtre en place, vous devez le purger, c'est-à-dire le remplir de carburant. Pour ce faire, vous desserrez cette vis de purge. Vous adaptez votre tuyau de purge, un bocal, poussez le plongeur d'amorçage jusqu'à ce que du gazole sans bulle s'écoule. Et voilà. Ensuite, vous resserrez. À noter que si vous déposez une partie quelconque de la tuyauterie entre le filtre et la pompe à injection, vous pouvez purger tout le circuit en desserrant ce raccord banjo ici. Il y a une autre vis de purge à la base de l'ensemble de filtres. Tous les 20 000 km, vous devez dévisser cette vis et purger toute l'eau qui pourrait avoir pénétré dans le système. La pompe à injection. Son aspect est différent de celui des pompes Bosch utilisées sur les autres rovers diesel. Il s'agit ici de la pompe à injection Lucas CAV. Quoi qu'il en soit, elle remplit exactement les mêmes fonctions qui sont de pressuriser le carburant et de distribuer le carburant sous pression aux 4 injecteurs mécaniques dans l'ordre d'allumage correct. L'intérieur de la pompe abrite l'ensemble complexe de pistons, soupapes et régulateurs qui assurent que la quantité correcte de carburant est toujours s'alimenter au moteur en fonction de la vitesse et de la charge. N'oubliez pas, la pompe à injection fait plus que simplement contrôler le volume de carburant alimenté, elle joue également le rôle de système d'allumage et elle commande l'avance de chaque injection, avancer à vitesse élevée et retarder à vitesse lente. Vous reconnaîtrez sans doute le solénoïde de coupure. Il interrompt l'alimentation de carburant aux injecteurs lorsque le contact est coupé. Ici toutefois, une nouveauté. Ce levier d'arrêt qui peut être utilisé pour arrêter le moteur sous le capot. Le ralenti rapide est commandé par le thermostat en cire dans le logement. Lorsque le moteur est froid, le thermostat en cire actionne le levier de ralenti par ce câble. Et il fait monter le régime moteur pour que le moteur tourne régulièrement lors du départ à froid. Bon, voyons le réglage de mise au point, l'une des révisions de base les plus importantes. D'abord, commencez par poser un morceau de ruban adhésif fluo sur la poulie de vilebrequin. Cela vous permettra de mesurer le régime moteur avec un tachymètre optique. N'essayez pas d'utiliser le compte-tours de la voiture pour cette opération, il n'est pas suffisamment précis pour cela. Comme avec n'importe quel moteur, vous devrez le laisser tourner jusqu'à ce qu'il atteigne sa température normale de fonctionnement. Le ventilateur doit avoir fonctionné au moins une fois avant de commencer la mise au point. Alors que le moteur tourne, vérifiez que vous avez un jeu d'1,5 à 1 mm entre le serre-câble et le levier de ralenti. La pompe d'injection a un système d'anticalage qui ralentit progressivement le régime lorsque l'accélérateur est relâché. Il est important de régler ce système avant de toucher au régime de ralenti. Placez d'abord une cale de 3 mm entre le levier de ralenti et sa vis de butée. Une cale de poussoir de soupape de 118 000 convient tout à fait. Ensuite, repoussez le levier d'arrêt suffisamment pour adapter un foret de 3 mm dans ce trou. Maintenant, vous réglez le régime du moteur à la vis de butée du ralenti. Voyons un peu. Encore un poil. Voilà, c'est bon. Lorsque vous avez fini, actionnez l'accélérateur et relâchez d'un seul coup. Le régime moteur doit ralentir rapidement, mais ne doit pas chuter au-dessous ou rester au-dessus du régime de ralenti normal. Si vous avez encore des problèmes, vous pouvez procéder à un réglage précis du système en tournant la vis de butée de ralenti. Pour cela, référez-vous au livret.
Ce n'est qu'une fois que vous êtes entièrement satisfait du comportement du système d'anticalage que vous pouvez procéder au réglage du régime de ralenti normal. La vis de ralenti est là. Vous devez donc desserrer le contre-écrou et tourner la vis pour obtenir le régime de ralenti correct. Voyons. C'est bon. Il n'y a pas de réglage du ralenti rapide en tant que tel, mais vous pouvez contrôler que le système fonctionne en repoussant le levier de commande de ralenti contre sa butée. Le régime moteur devrait monter au niveau correct. Avant de passer à la réfection du moteur, voyons rapidement le turbo, en l'occurrence celui d'une Rover 418 SLD. Bien, même si le moteur turbo fait 100 cm3 de cylindrée de moins que l'atmosphérique, il développe plus de 20% de puissance en plus. Cette puissance supplémentaire est produite essentiellement par ce composant, le turbo. À l'intérieur du logement, nous avons une première turbine et une seconde turbine. Ici, la première turbine. Elle est entraînée par les gaz d'échappement issus du moteur et elle entraîne la seconde turbine. La seconde turbine agit comme une pompe pour forcer de l'air dans le moteur. De façon typique, elle débite environ 13 PSI. Un des inconvénients des turbocompresseurs est que, bien qu'ils introduisent de force plus d'air dans le moteur et développent donc plus de chevaux, ils échauffent en même temps l'air en comprimant la charge, ce qui a pour effet de réduire la densité de l'air et de rendre le système moins efficace qu'il devrait l'être. La solution est simple et directe. On refroidit l'air avant qu'il ne pénètre dans le moteur. L'air suralimenté par le turbocompresseur est donc dirigé vers ce refroidisseur intermédiaire. Lors du passage à travers la matrice, la température de l'air est réduite de 60 degrés centigrades et l'air ainsi refroidi est renvoyé au moteur et au collecteur d'admission. Bon, une autre différence. Vous n'avez pas de refroidisseur d'huile sous le filtre sur les moteurs turbo. Pour combattre la chaleur supplémentaire produite par le turbo, on utilise un refroidisseur d'huile extérieur. Ce refroidisseur est placé à droite du radiateur sous le phare, ici. Sur les moteurs turbo, la pompe à injection, elle aussi, est légèrement différente. Si on enlève ces durites, on peut voir plus clairement. La petite unité que vous avez là règle précisément la quantité de carburant délivrée en réponse à la pression de suralimentation du turbo. Elle reçoit un signal de pression de suralimentation de ce tuyau ici. À côté, vous avez une autre unité qui augmente l'avance de l'injection lorsque le moteur est froid. Un signal issu de ce microcontact arrête cette unité lorsque le moteur est chaud et le calage de l'injection revient à la normale. Pour l'essentiel, toutefois, les réglages de base effectués sur ce moteur turbo sont les mêmes que sur les moteurs atmosphériques. Ce ne sont que les valeurs effectives qui diffèrent. Bien, la seule chose que je n'ai pas mentionnée, c'est la courroie de distribution. Et cela pour une raison précise. Si le véhicule est utilisé de façon normale, s'il ne s'agit pas d'un taxi par exemple, il n'y a aucune raison d'y toucher lors des révisions périodiques, et cela pendant toute la durée de vie du moteur. Voilà, nous avons vu à peu près tout sur la disposition et sur les révisions de base des nouveaux moteurs Rover des séries 200 et 400 diesel. Nous allons maintenant voir comment ces moteurs sont assemblés. Un point important à ne pas oublier pour tout travail sur des nouveaux moteurs, surtout durant la période qui suit le lancement, c'est qu'aucun travail important ne peut être entrepris sans l'accord préalable de Rover Service. Voyons d'abord le bloc. Comme sur la plupart des moteurs diesel, le bloc est en fonte. Fait inhabituel, il n'a pas de chemise. Les alaisages sont usinés directement dans le bloc lui-même. Toutefois, le réalésage est possible et 3 pistons surdimensionnés sont disponibles. Le système de numérotation, lui, est tout à fait inhabituel. Le cylindre numéro 1 est du côté du volant, pas du côté de la distribution, comme on pourrait s'y attendre. Attention, il est très important de se rappeler cette numérotation particulière, car toutes les notes de réparation et d'entretien y font référence. Ne vous faites cependant pas trop de soucis, le numéro de chaque cylindre est gravé sur la face avant du bloc.
Attention à ne pas tomber. Le moteur turbo a des gicleurs d'huile qui refroidissent la face inférieure de chaque couronne de piston. Le jeu latéral du vilebrequin est contrôlé par des rondelles de butée spéciales au palier numéro 2. Celles du bloc sont dotées de bossages qui empêchent la rotation. Les paliers de butée des moteurs turbo ont des bossages supplémentaires qui s'adaptent dans les découpes des chapeaux de palier. Le vilebrequin est monté sur 5 paliers et les coussinets du bloc comportent des rainures de graissage. Il ne faut pas oublier qu'il y a une différence entre les vilebrequins des moteurs turbo et atmosphériques. Les atmosphériques ont 8 contrepoids alors que les vilebrequins des moteurs turbo n'en ont que 4. Et ne pas oublier que les deux vilebrequins peuvent être rectifiés. Les chapeaux de palier, ils sont dans l'ensemble conventionnel. Mais n'oubliez pas que le chapeau numéro 5 est à l'extrémité distribution. Huilez bien les tourillons de vilebrequin au remontage, reposez tous les chapeaux sauf le numéro 1 et contrôlez qu'ils sont dans le bon sens. Surtout, n'oubliez pas les cales de jeu latérales sur le numéro 2. Ok, nous avons vu les caractéristiques principales du moteur. Voyons maintenant de plus près la remise à neuf. Le joint d'étanchéité du chapeau de palier numéro 1 est le plus important. C'est la première ligne de défense contre les fuites d'huile sur l'embrayage. Appliquez 2 petits cordons de produit d'étanchéité au coin des portées de chapeau. Le chapeau a 2 joints en caoutchouc et un outil spécial est utilisé pour ne pas endommager ces joints au remontage. Vous posez les joints, vous les huilez et vous montez l'outil sur le chapeau en utilisant les 2 boulons de carter les plus courts. Vous enduisez d'huile les cales en plastique de l'outil et vous adaptez soigneusement le chapeau en l'introduisant en position inclinée. Une fois que vous avez serré les boulons, déposez l'outil et utilisez celui-ci comme un gabarit pour couper les joints. Le joint d'étanchéité arrière du vilebrequin est mis en place à l'aide de cette chasse spéciale. Les pistons en alliage ont un revêtement spécial qu'il faut veiller à ne pas endommager lors du décalaminage. Il y a 2 segments d'étanchéité et un segment racleur d'huile. Le second segment d'étanchéité est conique et doit être monté avec des repères vers le haut. L'axe de piston est flottant. Encore une fois, n'épargnez pas l'huile et montez la bielle sur le piston avec la rainure du même côté que l'évidement de la couronne de piston. Veillez à ne pas rayer le piston lors du montage des joncs d'arrêt. Lorsque vous remplacez des pistons usagés, vous devez aussi remplacer les joncs d'arrêt. Pour éviter d'endommager le vilebrequin, adaptez un morceau de tuyau en caoutchouc sur les boulons de bielle lors du montage des pistons. La rainure sur le chapeau doit être du même côté que celle de la bielle.
La pompe à huile est tout à fait inhabituelle en cela qu'au lieu d'être entraînée par le nez du vilebrequin, elle est entraînée par chaîne. Le montage n'est pas difficile. Alors que la chaîne est adaptée sur les deux roues dentées, posez le pignon d'entraînement sur le vilebrequin. Le boulon au-dessus de la sortie de la pompe est spécial. Il sert de guide pour centrer la pompe. Le pignon de la pompe à huile est claveté sur le vilebrequin. La clavette est montée assez libre, il faut donc faire attention qu'elle ne tombe pas. Sur les moteurs turbo, il y a un entretoisant L sous la pompe. Et la pompe a des engrenages plus gros pour débiter un volume supérieur pour les roulements de turbo et les gicleurs d'huile des pistons. Le porte-joint et sa garniture peuvent être montés avec le joint en place. N'oubliez pas de lubrifier la lèvre du joint. Le joint du carter d'huile doit être remplacé à chaque dépose et les deux boulons les plus courts doivent être montés sur le chapeau du palier numéro 1. Et voilà, nous avons à peu près fait le tour de la partie inférieure du moteur. Avant de passer à la réfection de la culasse, voyons comment on peut choisir le joint de culasse correct. Ces joints de culasse ont deux jeux d'encoches. Les deux encoches près du centre nous indiquent qu'il s'agit ici d'un joint de moteur turbo. Le joint de culasse d'un moteur atmosphérique n'a pas d'encoche à cet endroit. L'épaisseur des deux types de joints de culasse est indiquée par un autre jeu d'encoche ici dans le coin. Les moteurs, qu'ils soient turbo ou atmosphériques, ont une culasse en alliage à arbre à cam en tête. La culasse entière est réparable. La rectification du plan de joint, la rectification ou le remplacement des sièges de soupape et le remplacement des guides de soupape sont tous possibles. Vérifiez la planéité de la culasse de la façon normale. La tolérance maximale est 7 centièmes de millimètre, mais veillez à toujours contrôler le jeu des paliers d'arbre à cam avant d'envisager une rectification coûteuse. Bien que les culasses rectifiées soient repérées d'un R, il est toujours conseillé de contrôler la hauteur de la culasse. Rappelez-vous, la cote entre la face extérieure de la tête de soupape et le plan de joint de la culasse a une importance critique sur les moteurs diesel. Contrôlez toujours le retrait de la tête de soupape après la rectification du plan de joint ou chaque fois que les sièges de soupape ont été rectifiés. L'arbre à cam est maintenu en place par 3 chapeaux. Le chapeau central contrôle le jeu latéral. N'oubliez pas, ce moteur est numéroté à l'envers. Posez l'arbre en position, les rainures de clavette vers le haut et appliquez de petits cordons de produit d'étanchéité au chapeau d'extrémité. Avant de reposer la culasse, le moteur doit être tourné à 90 degrés avant son PMH, c'est-à-dire avec les pistons numéro 1 et 4 en montée. Cela empêchera le contact des pistons sur les soupapes avant le montage de la courroie de distribution. L'épaulement et le filetage des boulons de culasse doivent être enduits de graisse au bisulfure de molybdène. Utilisez également des rondelles neuves. Rien de particulier en ce qui concerne l'ordre de serrage de la culasse. La méthode maintenant familière de serrage angulaire est utilisée et aucun serrage ultérieur de la culasse n'est nécessaire. On applique d'abord un pré-serrage de 30 Nm à chaque boulon en procédant dans l'ordre indiqué, puis on applique un serrage secondaire de 70 Nm dans le même ordre. Pour terminer, on tourne tous les boulons de 120 degrés. Les deux joints d'étanchéité d'arbre à cam sont identiques. On les met en place avec cette chasse spéciale.
La pompe à injection peut alors être montée librement sur ces supports. Le pignon d'entraînement de la pompe a un extracteur intégré. Lorsque l'écrou du pignon d'entraînement est desserré, son épaulement extrait le pignon. Utilisez l'outil 18G1521 pour bloquer le pignon lorsque vous desserrez ou serrez l'écrou central. Avant de monter la courroie, le moteur doit être réglé et bloqué avec le cylindre numéro 4 à son PMH. Une goupille s'adapte dans un trou du volant. Deux boulons de 8 mm sont adaptés à travers les trous du pignon de pompe et un boulon de 8 mm est adapté dans le pignon de distribution de l'arbre à cam. Attention, serrez uniquement ces boulons à la main. La courroie de distribution est dotée d'un tendeur semi-automatique qui fonctionne comme celui qui est utilisé sur les moteurs de la série K. Un plongeur à ressort est utilisé pour éliminer le mou de la courroie pendant la séquence de tensionnement. Tournez le tendeur dans le sens anti-horaire à l'aide d'une douille de 3/8 de pouce et bloquez le boulon. N'oubliez pas, si vous déposez la courroie de distribution et que vous souhaitez la réutiliser, repérez le sens de rotation et veillez à la remonter dans le même sens. En maintenant la courroie aussi tendue que possible, passez-la sur la poulie intermédiaire, sur celle de la pompe à injection, celle de l'arbre à cam et celle du galet tendeur pour finir à la poulie de pompe à eau. En procédant toujours dans le même sens anti-horaire, repoussez le mou de la courroie vers le côté tendeur du moteur. Déposez la goupille du volant et les boulons des pignons, puis desserrez les fixations du tendeur et resserrez-les. Faites tourner le moteur de 2 tours complets en revenant au PMH. En faisant tourner le moteur de cette façon, on repousse tout le mou vers le tendeur. Les fixations du tendeur sont alors desserrées et resserrées au couple correct. Et voilà. Si tout va bien, vous ne devriez plus avoir à toucher à la courroie. Le couvre-arbre à cam a une garniture d'étanchéité en caoutchouc moulé. Appliquez de petits cordons de produit d'étanchéité le long des joints des chapeaux d'extrémité avant de reposer le couvre-arbre à cam. Veillez à ce qu'il soit bien centré avant de serrer les vis. L'opération suivante est le calage de la pompe à injection. Ce calage est réalisé avec les pignons de Villebrequin, de pompe et d'arbre à cam, bloqués alors que le cylindre numéro 4 est à son PMH. Écartez la pompe du moteur pour l'amener à sa position la plus retardée et déposez le bouchon du calage. Introduisez la tige de calage dans la pompe. La base du contrôle du calage sur cette pompe est en fait la mesure de la distance entre le point où la tige repose naturellement et sa position extrême lorsqu'elle est poussée à fond dans la pompe. Il faut monter un comparateur à cadran pour ce contrôle. Le comparateur à cadran est monté sur la pompe à l'aide d'un adaptateur. Ces pompes à injection sont calibrées individuellement à l'usine et les valeurs de calage peuvent varier d'une pompe à une autre. Le réglage est indiqué sur ce couvercle en plastique ainsi que sur une étiquette collée à côté du trou de calage.
Poussez la tige à fond dans la pompe et, tout en maintenant la tige dans cette position, préchargez le comparateur de 2 mm. Bloquez-le en position et mettez le cadran à 0. Laissez la tige remonter lentement en comptant le nombre de tours effectués par l'aiguille. Lorsque la pompe sera à sa position de retard maximum, l'aiguille s'arrêtera un peu avant la lecture. Compensez la différence en rapprochant la pompe du moteur. N'oubliez pas, lors du calage des pompes à injection de moteur diesel, le dernier mouvement de la pompe doit toujours être vers le moteur. Serrez maintenant les fixations de la pompe et contrôlez une dernière fois la lecture. Les injecteurs sont montés sur les préchambres avec une seule rondelle en cuivre. Celle-ci doit être montée avec le côté arrondi vers le haut. En veillant à ne pas endommager le téton, adaptez les injecteurs et serrez-les au couple correct. Il vous faudra une douille longue de 27 mm. On peut alors monter les canalisations de retour et les canalisations haute pression. N'oubliez pas d'utiliser 2 clés lors du serrage des raccords à la pompe, sans quoi vous risquez d'endommager les valves d'alimentation. Les boulons de volant ne sont pas réutilisables. Vous pouvez utiliser cet outil pour centrer le plateau d'embrayage pendant la pose du couvercle. L'embrayage est actionné par câble avec un rattrapage automatique du jeu. On peut alors reposer le support moteur du côté droit et présenter le moteur pour le remonter dans la voiture. Voyons rapidement comment procéder. Il faut d'abord donner une forte inclinaison au moteur, la boîte étant vers le bas. Cela est particulièrement important sur les voitures équipées de l'ABS, où la boîte doit être manœuvrée pour éviter le modulateur. Vous devrez vous faire aider et surtout ne placez jamais les mains sous un moteur suspendu. Avancez le moteur aussi loin que possible dans le compartiment moteur et adaptez le support moteur gauche sur la boîte. Maintenant, levez et inclinez le moteur jusqu'à ce que le support gauche puisse être fixé sur la carrosserie. Le moteur va s'adapter sans difficulté sur le support droit. Veillez à ce que tous les supports moteurs soient serrés au couple correct. Maintenant, passons sous la voiture. Les rotules sont en 2 parties pour permettre le pivotement latéral des ensembles de moyeux. Cela permet l'accès pour le montage des semi-arbres. Le semi-arbre droit est spécial et il doit être déposé complètement pour sortir le moteur. Il est doté d'un roulement intermédiaire qui s'adapte dans un logement sur le bloc moteur. Adaptez l'ensemble de semi-arbre et bloquez le roulement intermédiaire. Présentez l'arbre dans le flasque d'entraînement et bloquez-le avec un écrou neuf. Il faudra que quelqu'un appuie sur la pédale de frein. Le semi-arbre gauche est plus court et d'une seule pièce et on peut le laisser dans le flasque d'entraînement pendant la dépose du moteur. Le support de flexible de frein doit être dévissé pour permettre le mouvement du moyeu.
Un seul boulon s'adapte sur le support moteur arrière et voilà le moteur en place. Le reste ne pose pas de difficulté. Il y a une purge du système de refroidissement dans le logement de thermostat. Fermez-la dès que du liquide de refroidissement sans bulle s'écoule. Lorsque vous avez terminé, faites tourner le moteur jusqu'à ce qu'il atteigne sa température de fonctionnement et réglez le câble de ralenti rapide avec un jeu de 1,5 à 1 mm à la vis. Réglez le système d'anti-calage et le régime de ralenti comme on l'a vu précédemment. N'oubliez pas de contrôler une dernière fois le niveau de liquide de refroidissement une fois que le moteur a refroidi. Avant de conclure, récapitulons une dernière fois les points les plus importants dont il faut se souvenir lors de la révision et de la remise en état de ces nouveaux moteurs. Nous avons vu le filtre à huile spécial pour le rodage. Veillez à le remplacer par un filtre portant des inscriptions en blanc à la révision des 1500 km. Nous avons vu le serrage de la courroie de pompe à dépression avec une clé à cadran. Vous trouverez les instructions pour tendre les courroies d'alternateur et de pompe de direction assistée dans le livret. Le filtre à carburant, une cartouche jetable et 2 vis de purge, une pour l'eau et une pour l'air. Nous avons vu les réglages de base pour la mise au point, pour le système anti-calage à la butée de levier de papillon et pour le régime de ralenti normal par un réglage sur le levier de ralenti. Le bloc cylindre, avec ses alaisages usinés dans le bloc. N'oubliez pas, les cylindres de ce moteur sont numérotés de façon différente. Le cylindre numéro 1 est du côté du volant. Et nous avons vu comment est posé le joint du palier numéro 1 sur le bloc. Utilisez l'outil spécial pour monter le chapeau et utilisez ensuite le même outil pour couper le joint. La pompe à huile et son entraînement par chaîne. Le boulon le plus près du côté refoulement de la pompe sert d'axe de centrage. Les moteurs turbo ont une entretoise. Le tensionnement de la courroie de distribution est facilité par le tendeur semi-automatique. Aucun contrôle de la courroie n'est nécessaire pendant toute la durée de vie du moteur. Le calage de la pompe à injection est effectué à l'aide d'un comparateur à cadran et d'une tige adaptée dans le trou. Ne faites surtout pas tourner le moteur lorsque le comparateur est monté. Ne manquez pas de lire le livret qui vous fournira de nombreux renseignements. Et voilà, 4 nouveaux moteurs conçus pour être fiables, avec une consommation défiant la concurrence et un niveau de perfectionnement digne de Rover. Les nouveaux Rover diesel des séries 200 et 400.